Alors, en préambule, effectivement, je vais laisser la parole à Fanny Groer et Romain Bourdelle pour présenter effectivement cette session qu'on fait ensemble dans le cadre de la CLISE. Et ensuite, effectivement, Fanny et Romain laisseront la main et la parole à Jean-Charles Caillez. Pour information, et d'ores et déjà, si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à l'espace de discussion qui est en bas. Vous avez une petite bulle qui s'affiche en bas et vous pouvez effectivement, je vois qu'un certain nombre d'entre vous a déjà pris le parti de s'en saisir. N'hésitez pas à poser vos questions dans cet espace conversation. De cette manière, moi je les recenserai et effectivement, on aura quelques petits temps dédiés pour poser ces questions-là à Jean-Charles. Eh ben, bienvenue à tous. Je suis désolé, moi, contrairement à Jean-Charles, je suis nul sur Zoom parce que nous, c'est classe virtuelle CNED hein, quand on a dû faire les visios. Hein, ou via, mais c'est vrai que via It Yourself, c'était moins vendeur, hein, Jean-Charles. Donc, le principe, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, et cette semaine, c'est la semaine de la CLISE, semaine des classes inversées des pédagogies actives, organisée par l'association Inversons la classe, avec des partenaires, et d'ailleurs, on va les remercier aujourd'hui. Donc, nous, au niveau d'Aix-Marseille, on a comme partenaire, Canopé, la Mission Laïque et la DAN aussi, on ne va pas les oublier. Alors, on est super heureux d'accueillir Jean-Charles pour cette édition de la CLISE cette année. Il était déjà présent à Toulouse l'année dernière pour la CLISE 2020. Alors, l'association, très rapidement, peut-être que Fanny, tu veux présenter ? Je ferai la partie Click et Clise. Et ben, tu feras la partie Click et Clise. Donc, l'association Inversons la classe. Donc, le principe de l'association, c'est de faciliter des évolutions de pratiques pédagogiques et avec une particularité, c'est que ce sont des ateliers qui sont à chaque fois faits par les pairs pour les pairs. Donc, ici, on a Jean-Charles aujourd'hui qui est un enseignant dans le supérieur, mais on a des ateliers qui ont lieu un petit peu partout en France tout au long de l'année et où, en fait, ce sont des enseignants ou des personnes qui sont dans l'éducation qui vont partager leurs pratiques de façon à faire en sorte que, pour la réussite de tous les élèves, on puisse tous s'alimenter de ce que chacun va pouvoir faire. Alors, c'est une communauté qui est ouverte, hein, effectivement. Vous le voyez aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être adhérent à l'association pour pouvoir participer aux ateliers. Et surtout, le mot qui va caractériser toutes les actions de l'association, c'est le partage au travers d'actions que va vous présenter Fanny. Bonjour à tous. Donc, cette association, l'idée, c'est vraiment de partager nos pratiques, de partager des façons de faire et de se former à partir de ce que font nos collègues. Alors, donc pour travailler là-dessus, il y a deux grands événements. Il y a le CLIC, donc organisé par l'association Inversons la classe. Le CLIC, c'est un congrès qui a lieu une fois par an. Cette année, il a eu lieu à distance, évidemment, comme tout atelier ou toute conférence. Et lors de ce congrès, en fait, les collègues présentent sous forme d'atelier des exemples de pratiques et il y a aussi des conférences et des tables rondes. Et le deuxième grand événement, c'est celui qui a lieu cette semaine, c'est la CLISE. Donc, la semaine des classes inversées, des pédagogies actives d'une manière plus globale. Donc, au cours de cette semaine, il y a des classes qui sont ouvertes. On peut aller observer des collègues qui ouvrent leur classe dans le but d'échanger. Et le mercredi, c'est un temps fort sur des ateliers et des conférences. Et on remercie donc chaleureusement Jean-Charles Caillé qui anime la conférence de cet après-midi et nos partenaires, comme l'a dit Romain. Merci Canopé et merci la Mission Laïque. Hop, je réactive mon micro juste pour rajouter que dans les actions que l'on a au niveau de l'association depuis maintenant 1 an, il y a aussi le développement des groupes locaux, c'est-à-dire qu'un petit peu partout en France, il y a des ateliers qui ont lieu tout au long de l'année. Alors, il y en a beaucoup qui ont lieu en ligne depuis 1 an, étant donné les conditions actuelles, mais vous avez la possibilité, on espère dans le futur, de pouvoir assister aussi à des ateliers en présentiel dans presque toutes les académies. À la fin juste de l'atelier, on se permettra de vous faire passer un petit formulaire dans le chat. Ce formulaire, en fait, c'est simplement pour avoir un petit retour sur la CLISE de façon à faire en sorte que tous les ans, on essaye autant que possible de vous proposer des ateliers et des événements de meilleure qualité. Et si vous souhaitez participer à l'effort de guerre de l'ASSO, vous pouvez aussi adhérer
le lien, il est sur le support qu'on vous mettra aussi à la fin de la conférence. Et du coup, vous êtes là, pas pour nous entendre nous, vous êtes là que pour Jean-Charles, un peu pour Marie aussi. Donc, Jean-Charles, on te passe la main. C'est parti. Merci. Donc, merci Romain, merci Fanny. Alors, ce n'est pas vraiment une conférence que je vais vous proposer, même s'il y aura des petits morceaux un peu conférentiels, on va dire. Ce que je vous propose, c'est de vivre un peu l'expérience de ma classe renversée, comme je la pratique depuis quelques années à Lille, sauf que donc la classe renversée, juste en une seule phrase, hein, pour ne pas rentrer trop dans le détail, c'est une méthode dans laquelle ce sont les étudiants qui construisent le cours et le prof qui devient le seul élève. Donc c'est un peu provoquant de dire ça parce qu'il y a une méthodologie, mais en gros, j'explique à mes étudiants, ce sont des étudiants en licence, je leur dis, vous allez co-construire le cours, donc je vous donne juste les titres des chapitres, c'est de la génétique, hein, donc on va parler de virus, de mutations, d'ADN, de chromosomes. Voilà, je leur donne les titres des chapitres, ils travaillent en équipe, ils construisent les chapitres, ils construisent les questions eux-mêmes et ils interrogent le prof. Donc le prof devient le seul élève et ils le mettent en situation. Ce qui fait que moi, ça me permet de leur poser des questions et de travailler avec eux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je fais en classe habituellement, en présentiel. Donc mes étudiants sont en îlot, vous verrez quelques dessins juste après. Ils sont en îlot, ils sont par équipe, ils construisent les chapitres, ils lisent les chapitres les uns des autres. On utilise un document collaboratif pour écrire et produire les chapitres. Il y a des notations de groupe, voilà. Et puis de temps en temps, ils vont au tableau, ils exposent leur production. Moi, je leur pose des questions et quand je ne comprends pas, souvent d'ailleurs, et ils me donnent des devoirs. Donc j'ai des devoirs à la maison, je ne corrige plus de copies. Ils me posent des questions, je leur rends mes copies, ils me corrigent. Voilà. En gros, voilà le principe général de la classe renversée. Sauf que l'année dernière, cette classe renversée, qui en était à sa 6e année, elle a subi le confinement, hein, un peu comme tous les autres enseignants. Donc, je me suis arrangé comme j'ai pu. La difficulté, c'était cette rentrée. À la rentrée ici, mon cours commence en janvier et donc j'ai dû présenter le principe de la classe renversée à des élèves que j'avais jamais vus, qui étaient à distance, et j'ai dû transformer la méthode. Donc, je vais vous mettre en groupe. Donc, j'ai prévu une dizaine de petits groupes. Ça va durer 5 à 10 minutes. Donc, ça ne sera pas un temps très long. Je vais vous répartir de manière aléatoire comme je le fais avec mes étudiants. Donc, des fois, ils se répartissent de manière aléatoire, des fois, ils choisissent leur groupe. Et je vais vous poser une question. Voilà. Et puis, vous avez 5, 6, 7 minutes pour essayer d'apporter des solutions à la question que je vais vous poser. Ça ne sera pas une question de génétique, même si tout à l'heure, il y aura un peu de génétique qui va intervenir pendant cet atelier. Donc, c'est une question qui est très simple. Imaginez que vous soyez à ma place, que vous ayez l'habitude de faire travailler vos étudiants par eux-mêmes, qu'ils construisent le cours, qu'ils vous le présentent et que vous inversiez les rôles. Donc, ma question, c'est quelles idées pourriez-vous avoir pour qu'à distance, complètement à distance, à 100%, vous puissiez garder le maximum, je dirais, d'exercices, de principes de la classe renversée. Autrement dit, comment faire de la classe renversée et pas inversée, comment faire de la classe renversée purement en distanciel. Voilà, le sujet est posé, les groupes sont déterminés et vous avez 6 à 7 minutes pour essayer de me proposer des solutions. Voilà, on se retrouve dans très peu de temps. Bon courage et bon travail. Voilà, il y a déjà j'allais dire des élèves parce que j'ai l'habitude que ce sont mes élèves, des élèves qui reviennent dans la salle. Très bien, on va attendre encore quelques secondes. 13 secondes exactement d'après le chrono de la plateforme. Voilà. Parfait, 3 secondes et j'ai récupéré presque tout le monde, normalement même tout le monde. Alors, je vais afficher la mosaïque. J'ai un petit problème avec ma souris, mais je vais réussir à la dompter. Voilà. Donc, vous avez vécu un petit exercice que vous faites sans doute déjà si vous utilisez des plateformes collaboratives. Donc, moi, mes étudiants, je leur permets de travailler en groupe. Des fois, ce sont des groupes aléatoires, comme je viens de faire avec vous. Donc, je peux les mettre par groupe aléatoire. Je leur pose des questions de génétique.
et puis ils vont m'apporter des solutions. Mais quand ils travaillent sur leur chapitre, je les mets dans des groupes, je dirais, attribués. Donc, on va jouer le jeu, hein, comme si vous étiez mes étudiants et que je vous ai posé une question de génétique. Prenez la parole, vous pouvez prendre le micro, comme les caméras ne sont pas allumées, prenez la parole. S'il y a trop de monde, on distribuera. Quelques idées, donc ça peut être vos propres idées ou des idées de groupe. Autrement dit, si vous voulez maintenir un dynamisme de travail collaboratif à distance, pour que des élèves puissent construire le cours, est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent en tête ou quel type d'idées? Je vous écoute. Et comme ça, on verra s'ils s'accroisent avec ce que je pratique. Bonjour. Oui, vas-y. Ok, donc c'est Amadou, c'était Oui. avec Elisa. Oui. Donc on avait un problème de micro quand maintenant on n'arrivait pas à se communiquer, Ouais. mais bon, on a réussi avec le chat de discuter. Quelle idée vous avez trouvé pour… Alors, donc, nous, on a dit en fait la proposition d'un quiz en début de session pourrait permettre d'avoir une idée de représentation des élèves sur le sujet concerné. D'accord, donc je vais noter en même temps. Un quiz en début de session, ok? Et ensuite, donc, créer un Padlet où les étudiants aussi pourront mettre leurs travaux ensemble, donc le travail collaboratif. Ok. Voilà, et après… Donc un quiz pour les mettre en situation et leur poser des questions, et un Padlet, une solution pour qu'ils puissent déposer des travaux. Exactement. Et après, donc, faire une classe virtuelle pour qu'ils puissent débattre avec l'enseignant. Et en même temps, une troisième possibilité de faire de la classe virtuelle, donc un temps de débat en plénière pour échanger avec l'enseignant. C'est ça. Ok, très bien. On continue des petites idées comme ça. C'est pas détaillez pas, c'est parfait. Juste donc Pierre Jec, Ah oui, c'est Corinne en fait. Corinne, vas-y. Ouais, nous on était partis aussi sur podcast, Padlet, Geniali, etc. Ouais. Mais il nous semblait important qu'il y ait un vrai moment d'échange en fait. Moi, je pense que si c'est juste déposer des trucs que les uns les autres vont regarder, ça ne fonctionne pas. Oui. Donc, le fait de ce que tu viens de nous faire, quoi, de mettre les élèves par petits groupes en discussion directe, ça me semble essentiel. Oui. Alors, du coup, moi, l'année dernière, j'ai utilisé la classe à la maison, mais cette année, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai essayé d'utiliser, j'ai des élèves qui n'arrivaient pas à se connecter. Oui. Et je n'ai pas encore réessayé, mais a priori, il y a une version par Atrium qui fonctionne. Oui. Et d'après ce que j'ai commencé à lire et à comprendre, le premier qui se connecte est le modérateur. Donc on peut très bien imaginer aussi que ce sont les élèves entre eux qui sont chargés d'animer leur propre visio sans forcément qu'il y ait toujours le prof qui soit là en modérateur et en connexion. Ok, je note en même temps. Donc, des temps de travail en groupe, ok. Déposer des documents à des endroits donnés, d'accord, mais pas uniquement ça. Alterner avec du présentiel et du débat. Donc, on se retrouve un peu sur ce qu'on avait dit juste avant. Et là, une idée supplémentaire, c'est que à certains moments, certains élèves peuvent être un peu plus leaders ou modérateurs. Et peut-être qu'on peut imaginer que les groupes n'aient pas forcément toutes la même organisation. C'est des idées qu'on partage ensemble. Je croise un peu ce que je comprends de ce que vous me dites. Voilà, avec la possibilité, en effet, d'avoir un quelque chose sur lequel, du coup, les élèves peuvent déposer le travail. Ok, on continue un peu le tour pour avoir un peu. Donnez-moi des idées, continuez des idées un peu complémentaires. Laure, oui. Oui, je pourrais. Oui, alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, souvent, les cours, on commence par une vidéo de canopée, des fondamentaux au primaire. J'ai du mal à comprendre. Votre son. C'est très intéressant de partir ça comme situation d'approche. Et après, on travaille avec eux. Votre son est coupé, mais j'ai compris que vous proposiez au moins une méthode qui démarrait par exemple avec une vidéo. On peut imaginer de démarrer avec une vidéo et lancer un travail collaboratif à partir de la vidéo. Je continue avec d'autres interventions, encore 2-3 interventions. Allez-y. Moi, je veux bien prendre la parole. Oui, vas-y. Moi, par exemple, je suis en lettres. Il m'arrive parfois de déposer un contenu qui soit audio, vidéo, etc. Oui. Et je mets également en parallèle une feuille de route pour voir quel va être l'objectif de cette séance. Oui. Les élèves travaillent de manière collaborative selon les groupes, ça dépend par affinité, de manière anarchique, etc. Oui. Et le résultat de leur recherche, je les fais tourner dans la classe.
On leur demande un feedback sur le travail entre pairs, Oui. avec des post-it, etc., etc. Il y a des Là, on n'entend plus rien, on a l'impression qu'il y a des extraterrestres qui arrivent dans l'atelier. Alors, je Mais disais j'ai noté quand même, j'ai noté au début de la proposition de leur donner des supports, mais avec une méthodologie, c'est ce que j'ai compris. Hein, vous. Et Donc, après, en classe, ce qui se passe, c'est oui, qu'ils travaillent sur un support en binôme, en trinôme, peu importe. oui, Ils construisent ensemble. On oui. fait tourner les différents supports et ils ajoutent chacun des groupes des post-it. Alors, ça peut être autour Là, du vous les avez en classe. Quand vous me parlez de ça, c'est en classe. C'est en classe. Donc, si je le fais à distance, Oui. ben, je vais le faire via un Google Doc, D'accord. un Mapad, etc. Et on co-construit ensemble et la synthèse, elle est, j'espère, à partir de plusieurs des groupes pour la synthèse finale et le contenu du cours. Ok, merci. C'est sûr que vous êtes dans la suite de l'atelier, on va parler d'hybridation, c'est-à-dire qu'on va parler de ce qu'on peut faire aussi à distance et en présentiel en complémentarité. Donc, on a aussi quelques idées. Oui, c'est qu'est-ce qui prend la parole? Lingo, c'est ça? Oui, oui, c'est Lingo. J'écoute. Là, dans la salle 5, on a concerté et on a sorti que, par exemple, on peut faire travailler les élèves sur une plateforme bien précise, par exemple Wikipédia. Et après, les élèves vont établir vraiment leur propre Wikipédia. Oui. Ça, c'est un genre d'exemple. Et pour faciliter la compréhension des élèves aussi, on peut bien préciser le thème qui a étudié et on peut aussi donner des différents tutoriels pour les élèves dans l'utilisation de telle ou telle plateforme qu'on veut que les élèves exploitent. C'est une très bonne idée. J'ai un collègue à Paris Descartes, qui lui pratique le Wikipédia avec ses élèves en classe. Et donc, il avait l'habitude de les faire travailler sur des Wikipédia. Et quand il y a eu le confinement, il n'a pas eu de problème parce que les étudiants ont continué à travailler avec le Wikipédia à distance comme ils le faisaient en présentiel. Il faut que vous coupiez les micros quand vous n'intervenez pas pour qu'il n'y ait pas un double son. Encore 2 interventions et puis on va passer un peu au partage avec des dessins et une surprise que j'ai préparée pour vous. 1 ou 2 interventions, de choses différentes. Hein. Donnez-moi, est-ce que quelqu'une a une... Oui, Françoise, donc j'ai eu plaisir à échanger avec Agnès et Sonia. Oui. Et en fait, on a évoqué des niveaux de prépa intégrée, etc., où c'est très compliqué, notamment pour les premières années. Et ce qui est ressorti d'Agnès et Sonia, là, c'est qu'il y avait l'importance de faire une co-construction de groupe. Donc, c'est ce que vous nous avez proposé finalement, un travail collaboratif assez rapide où il y ait des échanges. Et surtout un plan de travail avec des étapes clairement définies pour les étudiants. On a réévoqué le fait qu'il faut effectivement une plateforme numérique, mais qu'il ne faut pas confondre plateforme numérique et pédagogie inversée ou renversée. Et on se posait la question de l'adaptation des évaluations aussi. On va en parler. Je vais vous donner... à cette construction parce que voilà, d'expérience, on a l'exemple d'une école donc, qui effectivement pense proposer un travail en pédagogie inversée, mais en fait, le fait qu'il n'y ait plus de présentiel, je pense qu'il se trompe entre le fait d'avoir une super plateforme Teams où il y a des QCM, des vidéos, des choses comme ça, mais où les étudiants, finalement, à part un tutorat avec des 2e années ou 3e années, n'ont pas été sollicités sur la co-construction de groupe, sauf en langue, visiblement. Et voilà. Et l'autre question, c'était le nombre, le groupe. En fait, combien vous avez d'étudiants? Parce que quand on a des cohortes de 200, effectivement, est-ce qu'on peut... moi, j'ai des classes. Moi, ici, ma classe fait 65 élèves. 65 élèves, mais j'ai des groupes de 600 élèves dans la même classe. 600, mais là, je ne fais pas de classe renversée à 600. Mais on peut faire jusqu'à 60. Merci beaucoup pour l'intervention, surtout que vous avez mis le point sur quelque chose qu'on abordera, qui est l'évaluation, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des classes inversées ou renversées en distanciel ou présentiel, mais comment on adapte l'évaluation. Je vois que, et c'est une très bonne initiative, que beaucoup d'entre vous, vous avez accès au chat. On proposait aussi, parce que il y a eu des problèmes sonores avec les micros, des idées. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi dans le chat. On parle de tutoriels d'outils collaboratifs. Wikipédia, on en a parlé. Leur donner des rôles, effectivement. Vous allez voir si je le fais ou pas. Je lis aussi, je me promène en même temps. Je regarde des choses un peu différentes. Moi,
Voilà, ça c'est sur les micros, des outils Google, Jamboard, je ne connais pas, Padlet, oui, je connais. OK, très bien. Donc, merci déjà. C'est une petite mise en situation. Hein, c'est très difficile de produire quelque chose d'exhaustif ou de constitué quand on fait ce travail-là à une quarantaine. Vous êtes 45, avec moi 46, en un temps aussi court. Mais vous avez joué le jeu et c'est parfait. Donc mes étudiants, donc vous allez le voir, hein, mes étudiants, je les fais travailler en plénière, en groupe. Je vais utiliser un petit PowerPoint que je ne déroulerai pas forcément dans l'ordre. Donc, je vais le partager maintenant avec vous. Donc, vous allez juste me dire si vous le voyez en… est-ce que vous le voyez en… Ah non, ça, c'est pas là. Je ne suis pas sur la bonne… Voilà, il faut que je retrouve ma souris. Vous allez me dire si vous le voyez déjà. Partager l'écran. OK. C'est parti. Faites-moi juste signe pour me dire… Voilà, il apparaît. Oui, on voit ton voilà. écran. Vous le voyez? Est-ce qu'il est en plein écran ou est-ce qu'il est en plein écran ou je dois switcher? Non, on voit en fait ton explorateur de fichiers, mais pas le PowerPoint. Oui, très bien. Et comme il est caché par un bouton, il faut que je fasse une permutation, mais j'ai peur d'éliminer. Alors, diaporama. Le bouton que je cherche, il est sous l'indication de zoom. Alors, comment je peux faire? Je me débrouille. Bon, ça fait rien, je vais l'utiliser comme ça. Vous le voyez quand même? On voit pas moi je vois pas le PDF, on voit juste ton explorateur de dossier, fichiers, ton explorateur de fichiers. Ouais, donc, et le mieux peut-être, c'est quand je tu vais recommencer. tu fais écran partagé, c'est d'aller dans Avancer. Et là, tu fais partager une portion d'écran et tu pourras switcher d'un Oui, fichier mais à comme je vais l'autre. l'utiliser avec la caméra, c'était pour ça. Ah, ça y est, basculer. Normalement, vous devez l'avoir ici. Vous l'avez? Pas encore. Non, pour le moment, Vous ne l'avez pas encore, donc je vais fermer ça. Ça fait rien, ça va, j'ai trouvé le moyen. Alors, c'est parti, je vais l'ouvrir comme ça. Ça marchait très bien juste avant qu'on ait l'atelier. C'est toujours comme ça. OK, c'est bon. Partager l'écran. Je reviens. Voilà, normalement, vous devez l'avoir ici. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Mais je n'arrive pas à le mettre en plein écran parce que le bouton qui me permet de switcher, il se trouve sous les indications de zoom. Bon, mais je vais l'utiliser comme ça. Vous pouvez déplacer la barre zoom qui est en haut. Vous pouvez la drag and drop pour la déplacer. Ah, super, magnifique. Ah, génial. Et je bascule. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. J'en apprends tous les jours. Là, vous le voyez bien. Parfait. Oui, c'est parfait. Quand je vais passer avec la webcam tout à l'heure, ça va être un peu plus compliqué, mais je vais m'en sortir. Donc, vous voyez, donc j'ai appelé ça la classe renversée en Zoom it yourself, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de plateforme que Zoom, Teams ou autre, selon la disponibilité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors je vais vous montrer quelque chose, et je vais vous montrer un petit peu comment je travaille, mais n'hésitez pas à prendre la parole pendant mon exposé ou pendant les exercices que je vais vous montrer de ce que je pratique. Si vous avez une incompréhension, vous faites comme mes étudiants, ils me coupent la parole, ils me demandent de répéter ou ils ont des questions. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas une conférence. Donc, mais dans la classe renversée, les étudiants construisent le cours. Donc, c'est le principe, c'est vraiment un travail collaboratif. Et puis, est arrivé un peu cette histoire de coronavirus. Le clin d'œil à mon cours, c'est que moi, j'enseigne le coronavirus en génétique depuis plus de 15 ans. Et d'ailleurs, mes étudiants construisaient déjà des chapitres sur les coronavirus avant qu'il y ait la pandémie. Et donc, il a fallu se dire comment je peux passer ma classe, que vous voyez ici un petit peu à gauche sur ce dessin, qui était très collaborative en présentiel, comment la passer en distanciel. Encore aujourd'hui, il y a des étudiants qui peuvent se regrouper, puisque ce n'est pas un confinement total. Mais pendant le mois de mars, avril de l'année dernière, ils étaient confinés vraiment, comme tout le monde, individuellement. Et là, ça a été un peu compliqué.
Bon, j'avais déjà constitué les équipes, ce qui fait que le confinement est arrivé alors que j'avais déjà fait les 2/3 de ma classe renversée. Donc, c'était pas trop compliqué finalement. Par contre, cette année, à la rentrée, j'ai démarré avec un confinement presque généralisé, puisqu'à l'université, les étudiants ont été confinés rapidement, ce qui n'est pas le cas dans les lycées, collèges, écoles primaires. Et donc, il a fallu que je constitue des équipes et que je leur explique la pédagogie à distance. Vous savez, quand on veut innover en pédagogie, il ne faut pas juste dire « j'innove pour innover », il faut expliquer le pourquoi. Donc, je leur explique bien à mes étudiants que la classe renversée, ça sert à favoriser les interactions, le travail collaboratif. Je leur dis que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est pour ça que je leur demande de me faire le cours. Donc, il faut éviter de se trouver quand on est à distance dans cette situation. D'ailleurs, cette situation, le dessin que vous voyez, quand je le partage avec des profs, des fois, il y a des profs qui me disent « Ah ben ça, c'est l'élève chez lui, il ne sait pas comment faire. » Mais ça peut être aussi le prof. Parfois, c'est le prof, lui, qui, à distance, il n'a pas forcément l'habitude. C'est déjà compliqué de faire un cours magistral en distanciel. Alors, si en plus, on doit inverser ou renverser le cours, ça complique les choses. Après, il paraît que la contrainte provoque la créativité. Donc, plus la contrainte est forte, plus on réfléchit et plus finalement, ça peut amener à des innovations. Alors, la première chose qui m'a posé problème, et ça, je pense que chez vous, ça a dû être la même chose, c'est la gestion du temps. Donc, dans ma classe renversée, moi, je faisais des séances de 2 heures. Donc, pendant 2 heures, mes étudiants travaillent en équipe, ils sont autonomes. De temps en temps, je les réunis autour de moi et puis je leur fais une explication. On travaille en plénière, donc on le faisait déjà dans la salle de classe. Donc, ils sont en îlot, c'est des équipes de 6. J'ai 55 à 60 étudiants. Ils sont en îlot. Et puis, de temps en temps, ils me posent la question, je vais au tableau. Et donc, sur 2 heures de cours, eh bien, on peut se retrouver quelquefois 15 minutes ensemble et puis le reste du temps par équipe. Et ça, ce n'est pas possible à faire à distance parce qu'à distance, il faut réduire tous les temps. Autrement dit, ce que vous êtes capable de faire en classe, moi, ce que je suis capable de faire en classe 45 minutes, si je le fais à distance, je vais le faire entre 15 et 20 minutes. Et voilà, il faut réduire le temps. Le temps d'attention des élèves, il est raccourci à distance. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et que beaucoup ont remarqué. Les équipes maintenant. Donc, mes équipes sont constituées de manière très choisie. Mes élèves ne sont pas mis au hasard. Donc, quand ils construisent des chapitres, je fais ce que j'appelle un casting. Donc, je mélange des étudiants avec des niveaux différents, ce qui me permet d'avoir des étudiants de tous les niveaux, de tous les profils dans chaque équipe. Donc, comme ils construisent des chapitres, eh bien, ça me permet de voir que tous les chapitres avancent à la même vitesse. J'ai des collègues qui font des méthodes comme ça, où ils disent aux étudiants « mettez-vous comme vous voulez, par affinité ». Et là, ils ont souvent le problème de groupes qui avancent très vite, des groupes qui n'avancent pas, et c'est encore pire à distance. Donc, quand on demande à des groupes d'élèves de faire des choses compliquées, ou alors que tous les groupes avancent à la même vitesse, si vous les répartissez de manière aléatoire, vous allez vous rendre compte qu'entre un groupe qui avance vite et un groupe qui n'avance pas vite, vous ne gérez plus à distance. Donc, pour tout ce qui est production, donc moi, quand je demande à mes élèves de produire, je constitue mes groupes. Par contre, quand je demande à mes élèves en groupe de réfléchir 5 minutes à une question, de répondre à eux, de créer une question sur des exercices plus simples, là, ils peuvent se mettre de manière aléatoire ou je peux les répartir dans les salles comme je veux. Là, je vois aucune différence entre le présentiel et le distanciel. Peut-être n'hésitez pas à utiliser le chat ou à poser des questions sur les groupes si vous avez des remarques ou des choses à partager, hein, bien volontiers. Donc, le principe à distance ou en présentiel, c'est d'écrire. Donc, déjà, quand ils étaient en présentiel, donc déjà, quand je faisais la classe renversée dans ma classe, ils utilisaient déjà un Google Drive, un document collaboratif. Donc, que ce soit en présentiel ou en distanciel, mes étudiants continuent à co-écrire ensemble. Donc, par exemple, l'équipe 1 construit le chapitre 1 et l'équipe 2 et l'équipe 3 sont capables de le lire parce que le document est collaboratif. Et lorsque un extrait du chapitre est trop compliqué, je demande à mes étudiants de surligner en jaune
toutes les parties incompréhensibles. Autrement dit, ça oblige mes étudiants à écrire des chapitres compréhensibles par l'ensemble de la classe. Et donc, ils ont le droit de faire du copier-coller. Donc, ils vont sur Wikipédia, ils vont sur des ressources numériques, bibliothèques numériques. Ils ont le droit de faire du copier-coller, mais ce copier-coller, il doit être de courte taille et compréhensible par tout le monde. De toute façon, quand un groupe d'étudiants fait un copier-coller d'une page complète trop compliqué, pour gagner du temps, donc ils vont copier-coller un chapitre, les autres vont surligner et le travail doit être refait. Donc ils ont vite compris qu'on écrit ensemble au fur et à mesure que des notions que l'on comprend ensemble. Voilà, donc ça, j'ai aucune différence entre présentiel et distanciel. Là, par contre, c'est un exercice que j'ai appelé les tableaux tournants. Donc, je le fais avec des tableaux. Ça, je le fais en classe. Alors, ce n'est pas toujours des tableaux. Hein. Des fois, je les fais travailler sur des feuilles, des grandes feuilles de paperboard. Donc, dans la salle de classe, les étudiants passent d'un tableau à l'autre. Donc, ici, par exemple, vous avez 3 groupes d'étudiants qui vont répondre à la même question. Et tous les 5 minutes ou toutes les 3 minutes, je les fais tourner. Et ils continuent à répondre à la même question, mais en complétant un schéma fait par une autre équipe. C'est ce qu'on appelle la méthode aussi des dossiers enrichis. Je vous donne des noms de méthodes, je n'ai pas trop le temps de les détailler dans le webinaire, mais c'est publié dans des ouvrages et sur le net. Donc, si vous voulez en savoir plus, je peux vous donner les liens. C'est facile de me contacter et vous pourrez vous inspirer de ces méthodes. Cette méthode-là, des tableaux tournants, je ne l'ai pas encore testée en distanciel, mais j'ai des collègues qui le font. C'est-à-dire qu'ils demandent à chaque groupe d'étudiants de construire une production et de l'envoyer soit par mail à un autre groupe, ou alors tout le monde travaille sur un document collaboratif. Donc, on a des liens. Chaque équipe répond à une question en utilisant le numérique sur un lien, et le prof qui est à distance dit, voilà, dans 10 minutes, chaque équipe va passer sur la production N+1. Donc l'équipe 1 se met à travailler sur le document 2, l'équipe 2 sur le document 3, et ainsi de suite. C'est une méthode très intéressante pour coproduire des choses. Par contre, pour évaluer, c'est compliqué. Donc moi, quand je fais cet exercice, je ne peux pas mettre de notes ou évaluer parce que le travail que je récupère est co-construit par plusieurs équipes. Donc déjà que c'est compliqué de mettre une note à une équipe, mais en même temps, quand vous avez un travail qui a été réalisé par 3 équipes différentes, donc ce n'est pas sur ces séquences-là que j'évalue mes élèves. Un autre type d'exercice que je pratique beaucoup en classe sont les cartes mentales. Donc par exemple, au milieu, là où vous voyez le point d'interrogation, je leur demande à quoi sert tel enzyme. Donc par exemple, l'ADN polymérase. Voilà, l'ADN polymérase, c'est une enzyme capable de fabriquer de l'ADN. Donc, ils peuvent partir à partir de la carte mentale et me donner les différentes propriétés de l'enzyme. Donc, ça, je ne le fais pas en distanciel, malgré le fait qu'il y a des outils qui existent. Hein. Il y a des logiciels de type Xmind. Vous pouvez utiliser ces logiciels. Donc, c'est faisable, mais je ne l'ai encore jamais testé. Si vous voulez faire des cartes mentales à distance, leur faire dessiner des cartes mentales, mais sans utiliser de numérique, vous pouvez très bien aussi leur demander de les dessiner. Et je vais vous montrer juste après avec la webcam comment on peut le faire, de les dessiner et de se les envoyer pour les enrichir. Ces méthodes de cartes mentales, j'ai un collègue ici à l'université qui les utilise pour l'évaluation. Donc lui, il a transformé son contrôle continu, pas tout le contrôle continu, mais il a transformé certaines interrogations en carte mentale. Il a 50 élèves dans sa classe et ça le fatiguait de corriger 50 copies à chaque fois. Ça lui prenait une bonne partie de son week-end. Donc, au lieu de faire ça, il a réparti ses élèves 5 par carte. Donc, il a fait 10 groupes de 5 élèves. Et les élèves doivent répondre à des questions. Par exemple, la question que vous voyez au milieu de la carte, quels sont lui, il enseigne la monnaie et la finance, hein, il n'enseigne pas la génétique. Question centrale, quelles sont les conséquences du Brexit au Royaume-Uni?
Et là, les groupes peuvent partir. Les conséquences selon la flèche, les conséquences économiques, les conséquences sociales, les conséquences politiques, les conséquences, etc. Et donc, vous pouvez imaginer de faire la même chose avec Napoléon. Pourquoi Napoléon a gagné à Austerlitz, pourquoi il a perdu à Waterloo, et puis à chaque fois démarrer la stratégie, la météorologie, le contexte politique, etc. Donc c'est vraiment intéressant d'utiliser ces cartes mentales. Si vous êtes à distance, vous pouvez aussi dessiner vous-même la carte mentale, et si vous avez fait 5 branches, eh bien vous répartissez vos élèves en 5 groupes à distance, et vous demandez à chaque groupe de réfléchir sur l'une des branches. Voilà, donc ça vous permet, quand vous récupérez les productions de vos élèves, eh bien, de constituer la carte, et ça peut être vous le maître de la carte. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions sur ce que je viens de présenter? Et juste après, je vous montrerai des méthodes de restitution, des méthodes de présentation. Mais sur cette première partie, prenez la parole. Ou si vous... Oui, Sylvie, si vous voulez ouvrir votre micro, sinon Sylvie a posé une question dans le chat. Alors, ça serait bien que tu puisses me les lire parce que je n'ai pas accès au chat. Là, pour l'instant, je suis trop concentré sur les... Je les transmets, oui. à moins que Sylvie m'interrompe et la pose directement. Mais la question, c'est, au cours de la même séance, est-ce que vous pensez que c'est mieux de conserver toujours le même groupe créé de manière aléatoire au début? Est-ce que cela peut créer une certaine proximité? Alors, moi, je fais les deux. C'est-à-dire que là, je continue à leur faire cours 2 heures. Donc, c'est toujours des cours de 2 heures en ligne. Sauf qu'à la différence du présentiel, je fais une pause de 5 minutes. Alors qu'en présentiel, il n'y a pas de pause. Ils travaillent, ils rentrent, ils s'organisent comme ils veulent. Mais en distanciel, je fais une pause. Sinon, ils ne tiennent pas les 2 heures. Et par exemple, dans la première heure, il peut y avoir un exercice de 15 minutes ou de 20 minutes où ils sont en équipe constituée. Et là, ils vont travailler sur leur chapitre. Et ça fait du team building. Parce que quand c'est des équipes constituées, ils ont la même note. Donc, ils vont travailler pour avoir la même note. Donc, ça marche bien en team building. Et la deuxième heure, par exemple, je peux leur faire un exercice de 5 minutes ou 10 minutes, où là, je change. Je les mets en groupe aléatoire, où je leur demande d'aller dans les groupes comme ils veulent. Là, il n'y a plus de team building, mais ça me permet de mettre des notes de groupe constitués, ou bien groupe aléatoire. Et je vous montrerai à la fin de mon exposé comment je les note avec un fichier Excel et comment j'ai transformé les notes sur 20 en score. C'est-à-dire comment je paye, c'est un terme un peu violent, mais comment je paye mes élèves en fonction du travail qu'ils fournissent, à la fois en groupe constitué, en groupe aléatoire et individuellement. Il y a 2 autres questions dans le chat, je me permets de te les relayer. Oui. On nous demandait, est-ce que tu mets des notes par équipe? Oui, l'essentiel de mon contrôle continu, c'est des notes par équipe et des très bonnes notes, c'est-à-dire des points. Et donc, mes étudiants, quand ils ont fini de regarder leur contrôle continu, je vais dire 75% à 80% de leurs notes, c'est des notes collectives et pas toujours dans le même groupe. Et il y a 10 à 15% de leurs notes qui sont individuelles. Ça, c'est pour le contrôle continu. Tandis que pour l'examen, c'est purement individuel. Donc, à l'examen, leurs notes, l'examen compte plus que le contrôle continu. Mais le contrôle continu, je valorise davantage le travail collaboratif qui est le vrai but de la classe renversée. D'accord, merci pour ces réponses. La carte mentale, l'évaluation par carte mentale, ça aussi enthousiasme beaucoup les gens dans le chat. Oui, je pourrais vous mettre en contact avec mon collègue parce qu'il y a une codification, parce que lui, il est capable de mettre une note collective et il va mettre des bonus individuels parce qu'il a un système pour repérer les étudiants individuellement sur un travail collectif. Du coup, il y a une autre question par rapport à cette carte mentale, mais peut-être que tu y as répondu en partie. Oui. Pour la carte mentale, est-ce que si on va le faire en groupe, est-ce qu'on peut vraiment évaluer le niveau de chaque élève dans le groupe? Il y a une méthodologie avec des codes. Moi, je ne le fais pas. Mon collègue le fait, mais pas en distanciel, il le fait en présentiel. Mais comme ça fonctionne en présentiel, il faut trouver l'adaptation. Ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est qu'une méthode qui marche bien en présentiel, vous ne pouvez pas forcément la transposer de la même manière en distanciel. Donc, le code couleur qu'il utilise en présentiel, peut-être qu'il ne fonctionne pas en distanciel. Mais ça, c'est à tester. Hein. Je ne peux pas présupposer. Je vais vous montrer, pour élargir un petit peu le partage d'outils et qu'on ne reste pas trop sur la carte mentale, je vais vous montrer quelques méthodes de présentation. Donc, j'utilise des méthodes de présentation très variées en classe, pour certaines s'adaptent bien en distanciel et d'autres, c'est plus compliqué. Par exemple, ici, vous avez le PowerPoint muet.
le schéma muet. Donc, les élèves projettent un cours, un schéma. Bon, là, c'est des maths ou de la physique, ça peut être des bactéries. Et donc, la projection, il n'y a pas de présentation. Et ce sont les élèves dans la salle, dans la classe, qui réfléchissent en groupe et qui posent des questions ou qui disent « voilà ce que j'ai compris ». Ça marche super bien en distanciel et en présentiel. Donc, je peux, moi, projeter un schéma avec la plateforme Zoom, Teams ou autre, je projette un schéma et je dis aux étudiants, voilà un schéma, vous avez 5 minutes par groupe pour écrire tout ce que vous avez compris de ce schéma. Ils me rendent les résultats dans le chat, ils peuvent me les envoyer par mail, il y a plein de méthodologies ou le déposer sur une plateforme et je peux noter, je peux évaluer et noter ce qu'ils ont compris et après, je peux travailler sur des solutions. Donc, la présentation que l'on essaye de comprendre sans qu'il y ait de texte, ça marche en distanciel et en présentiel. Ça, c'est une autre méthode que j'ai appelée l'éclipse, qui marche super bien dans les deux cas. La projection, donc le schéma, le dessin, l'image, ce que vous voulez, le texte est projeté sur l'écran, comme je le projetais dans une salle de classe, et je leur demande de ne détailler et de n'écrire qu'une partie. Donc, je vois qu'il y a une production exhaustive, mais on va focaliser l'explication sur une partie. Voilà. Ça, c'est une autre méthode. Je donne juste le principe de manière très courte. Ça s'appelle trouver l'erreur. Donc, je fais une présentation où les élèves font une présentation et on y inclut obligatoirement une chose fausse, une fake news qu'on a préparée. Et là, les élèves, par groupe ou individuellement, c'est un peu ludiques, doivent trouver l'erreur dans une présentation. Donc, je vais leur parler d'une enzyme ou d'une mutation pendant 10 minutes, et puis j'ai introduit 2 erreurs, et par équipe, ils doivent les retrouver. Ça focalise vraiment l'attention. Je ne l'ai pas encore fait en distanciel, cette méthode, mais ça devrait marcher. Cette méthode ici, ça s'appelle le karaoké. Et ça marche super bien en classe. C'est-à-dire que vous demandez à un élève, par exemple de l'équipe 5, qui n'est pas au courant, hein, vous prenez un élève du groupe 5 et vous lui demandez de présenter en 1 minute ce qu'il a compris du schéma du groupe 3. Donc, cet élève se retrouve devant un schéma qu'il découvre et il essaye pendant 1 minute ou 2 de dire ce qu'il comprend. Et ensuite, vous l'arrêtez au bout de 2 minutes et vous demandez à l'équipe qui a préparé la présentation, est-ce qu'il a bien compris ce que vous avez voulu faire? Quel est votre avis? Donc, le groupe qui a préparé la présentation peut dire oui, c'est exactement ce qu'on a voulu dire, tout est OK, mais là, il s'est trompé, et puis en plus, il a oublié de dire telle chose. Donc là, vous avez un temps d'attention qui est très fort parce que pendant 2 minutes, on se dit mais comment il va s'en sortir? Et il se débrouille. Ensuite, pendant 3-4 minutes, le groupe corrige ou bien complète. Et puis le 3e temps, je demande à tous les autres élèves dans la classe, est-ce que vous avez des questions à poser d'incompréhension? Et là, en général, c'est le groupe qui a fait la diapo qui répond. Ça marche super bien en classe. Par contre, je ne l'ai encore pas fait en distanciel, mais c'est prévu pour la semaine prochaine. Voilà. Bon, ça, c'est une autre méthode qui, à mon avis, va être très compliquée en distanciel, mais que j'ai appelé le ping-pong. Mais pourquoi pas l'essayer? En classe, c'est une des méthodes qui marche le mieux en présentiel. C'est 2 élèves. Je prends 2 élèves de la même équipe. Il n'y a qu'une seule diapo. Donc, vous prenez 2 élèves, admettons qu'ils aient travaillé sur, je ne sais pas, je vais reprendre la défaite de Napoléon à Waterloo, eh bien, ils vont vous expliquer à tour de rôle une phrase de chacun. Donc, la méthodologie, c'est vous n'avez qu'une seule phrase et quand vous avez fini une phrase, l'autre élève complète votre phrase en indiquant la suite. Et donc, ça oblige les 2 présentateurs à énormément d'attention. Voilà. Peut-être, bon, ces méthodes, elles existent, hein, je les pratique, elles sont décrites. Si ça vous intéresse, je peux vous les envoyer. Il y a un texte et vous pouvez essayer de les utiliser. Ce que vous voyez ici, ce dessin, c'est une méthode que j'ai appelée l'imprégnation. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je demande aux élèves de réfléchir à un sujet et je leur donne un temps très court. Je leur donne 5 minutes, 6 minutes maximum. Et quand ils ont commencé à réfléchir, je les arrête. Et je leur dis, voilà, je vais vous l'expliquer. Et comme ils ont réfléchi pendant 5 à 6 minutes, ils sont imprégnés du sujet. Et comme ils sont imprégnés du sujet, eh bien, au moment où je fais l'explication, eh bien, mon attention est maximale.
Donc ça, je le fais en classe et en distanciel, ça marche aussi. Je mets les élèves en groupe et je vais faire un petit exemple avec vous et je vais vous montrer comment je switch avec la caméra. Donc, je vais vous mettre en situation. Donc, imaginez que vous soyez mes étudiants et je vais vous imprégner de quelque chose. Je ne vais pas vous laisser 5 minutes, hein, mais je vais vous mettre en situation. Je vais vous demander, je vais vous poser la question suivante. Et peut-être que vous pouvez me répondre, hein, comme ça, imaginez que vous êtes un groupe. Vous avez entendu parler du coronavirus et vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les vaccins à ARN. On entend parler de ça, les vaccins à ARN. Donc, je demande à mes élèves, qu'est-ce que c'est? Quel est le principe d'un vaccin à ARN par rapport à un autre vaccin? Voilà, je fais l'expérience avec vous, je vous écoute. Donc, vous avez 1 minute, prenez la parole. Imaginez que vous êtes dans un groupe d'élèves et vous avez 5 minutes. Vous n'avez pas le temps d'aller chercher des documents. Ce que vous dites est peut-être faux ou vrai. Je vous écoute. C'est un vaccin vivant. C'est peut-être un vaccin vivant, le vaccin ARN, contrairement aux autres qui sont sur des virus morts, tandis que celui-là modifie la génétique ou quelque chose comme ça, non? Très bien. Donc, ce que vous venez de dire, c'est exactement une phrase qu'on peut imaginer qu'un étudiant dise à un autre dans un groupe. Mais vous voyez que vous avez commencé à réfléchir. Je vous ai posé une question et dans votre cerveau et dans les cerveaux de tout le monde, on est en train de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que l'ARN? C'est vivant, pas vivant, par rapport à un autre vaccin où c'est des protéines, où les virus sont morts? OK, donc vous voyez que votre cerveau il est en train de réfléchir sur les vaccins à ARN. Donc, je vous imprègne, hein, je suis en train de vous imprégner. On continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut me dire compléter? J'aurais donné la définition acide ribonucléique. Oui, acide ribonucléique, OK. Donc, on complète, acide ribonucléique. Allez, on continue à s'imprégner parce que vous allez avoir la solution dans très peu de temps sous les yeux. Et comme ça, vous repartirez au moins de cet atelier avec la connaissance du vaccin à ARN. Petit cours de génétique gratuit pour vous. Une autre idée? Qu'est-ce que… Même si… Oui. Moi, je dirais on va envoyer le code du virus, du Covid, oui. à notre organisme pour que notre ARN puisse avoir une réponse face à ce code-là. Oui, excellent. Tout n'est pas absolument exact dans ce que vous dites, mais plus des 3/4 sont des choses exactes, mais en tout cas, votre cerveau fonctionne. Allez, et donc, c'est notre corps qui va fabriquer comme une photocopieuse le virus pour qu'on puisse se défendre, que notre corps se défende. Voilà, donc très bien, très bien. Donc imaginez ce que vous venez de faire maintenant. Mes étudiants le font par groupe. Donc je leur pose la question, je les mets par groupe, ils ont 5 minutes et après je les ramène en plénière. Donc ils n'ont pas la réponse, hein, ils ont juste échangé. Mais leur cerveau est prêt. Est prêt à quoi? Est prêt à recevoir ce que je vais faire maintenant. Donc voilà, je switch et j'ai une feuille de papier avec une caméra que vous voyez peut-être ici. Donc je ne sais pas si vous voyez la caméra. Est-ce que vous voyez mon doigt? Est-ce que vous voyez le crayon? Bien. Oui, tout fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc, je vais vous le faire de manière assez simple. Voici un coronavirus. Donc, vous savez que c'est un virus qui porte en surface des protéines qu'on appelle spike, hein, c'est des protéines un peu épineuses. Et à l'intérieur de ce coronavirus, il y a un code, le code génétique. Ça s'appelle de l'ARN. Voilà. Et grâce à cet ARN, le virus fabrique ces protéines. Et puis, vous avez une cellule humaine. Donc, une cellule humaine avec son noyau. Et puis, dans son noyau, vous avez des chromosomes. Donc, vous avez des chromosomes. Et cette cellule fabrique des molécules de surface. Elle fabrique des molécules de surface. Alors, elle ne fabrique pas exprès des récepteurs au virus, mais le virus, lui, il a repéré un récepteur qui lui convient. Et le virus, donc qu'on appelle Covid, mais en fait, c'est faux. Hein. Son vrai nom, c'est le SARS-2. Voilà, ça c'est le vrai virus, puisque la maladie Covid, c'est la maladie, donc on dit la Covid, c'est la maladie, mais qui est due à ce virus. Ce virus, il est capable d'infecter une cellule humaine, mais c'est obligatoire qu'il se fixe sur le récepteur. Il ne peut pas infecter la cellule s'il ne se fixe pas. Et dans votre organisme, vous avez des cellules, des lymphocytes B, qui sont capables de fabriquer des anticorps. Et les anticorps, ce sont des molécules magiques, un petit peu, qui sont capables de se fixer sur les protéines. Et vous venez de comprendre
que si les anticorps se fixent, eh bien, les anticorps, en se fixant sur les protéines, empêchent le virus d'infecter. Avant, quand on faisait un vaccin classique avec des protéines, on injectait dans l'organisme la protéine. Donc, on injectait la protéine en espérant que les lymphocytes fabriquent des anticorps contre la protéine. C'est ça que les laboratoires Pasteur et Sanofi français ont essayé de faire. Et vous avez vu, pour l'instant, ça fonctionne plus ou moins bien, mais ce n'est pas terrible. Par contre, ce qu'ont fait les Américains, Pfizer en l'occurrence, ils ont pris cet ARN, ce petit ARN un peu modifié, enfin c'est le même, et ils l'ont mis dans une particule lipidique, un lipide. Ça s'appelle des liposomes. C'est exactement les mêmes liposomes, plus ou moins, qu'on trouve dans les crèmes cosmétiques. Et on injecte, donc quand on fait un vaccin à ARN, donc ARN, et on l'appelle l'ARN messager, on injecte ces lipides dans l'organisme. Et ces lipides vont fusionner avec les cellules, et donc l'ARN va rentrer dans les cellules. Donc l'ARN du vaccin va rentrer dans les cellules, et ce qui va se passer, c'est que vos cellules humaines, d'un seul coup, elles ont une nouvelle information. Donc je vous rassure tout de suite, ça ne transforme pas le génome. Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils se disent on modifie génétiquement. C'est de l'ARN. L'ARN, c'est très fragile. L'ARN, c'est très fragile. Rien à voir avec l'ADN. Donc quand vous êtes vacciné, vous n'êtes pas un organisme génétiquement modifié. Ça va vite être détruit. Mais avant d'être détruit, vos cellules vont fabriquer des protéines virales. Donc vos cellules humaines fabriquent des petites protéines. Et là, en fabriquant des petites protéines, vos lymphocytes vont fabriquer des anticorps, puisque ces protéines ne sont pas reconnues par l'organisme. Et donc, plus il y a de protéines virales qui sont produites, plus vous augmentez la réponse d'anticorps. Et donc, vous avez un organisme qui se retrouve avec énormément d'anticorps, même s'il faut refaire une injection, je dirais, 15 jours, 3 semaines après la première injection. Voilà, excusez-moi, je peux vous demander, et le vaccin chinois, ça fonctionne de la même façon? Je ne peux pas vous le dire, il faudrait que je regarde. Je pourrais... Mais vous voyez ça, en tout cas, est-ce que vous imaginiez il y a 10 minutes me poser une question sur la composition du vaccin chinois? Non, parce que j'ai une amie dont le mari l'a fait et qui a déjà commencé à fabriquer des anticorps, donc c'est pour ça. Je me demandais si c'était le même principe, c'est pour ça. Oui, mais je peux. Mais alors, c'est ce que je dis à mes élèves, hein, donc j'invente rien, je ne leur donne pas des mauvaises réponses, jamais. Je leur dis, je ne connais pas la réponse à ta question, mais je suis capable d'aller la chercher. Donc, les étudiants, ça les interpelle, parce que comme ils construisent le cours eux-mêmes, ils vont vous amener des informations que vous n'avez pas forcément en tête. Il ne faut jamais leur mentir. Hein. Vous leur dites ah ben moi, je ne connais pas la réponse, mais je suis capable d'aller la chercher. Donc, je vais rechercher mon PowerPoint, mais en même temps, j'aimerais avoir vos réactions par rapport à cette petite séquence que vous venez de vivre. Et je vais vous montrer peut-être quelque chose, parce que c'est un gros investissement, hein, le matériel pour faire ça. Vous le voyez ? Est-ce que vous me voyez? Vous voyez la caméra? Oui. Donc, il y a à peu près pour 15 euros d'investissement. Oui. D'accord? 15 à 20 euros d'investissement et ma salle informatique est équipée. Donc, juste avec et il n'y a pas de logiciel. C'est juste une petite webcam que j'ai pluguée sur mon ordinateur. Donc, et ce système-là, j'aimerais bien avoir un peu votre avis. Alors là, je l'ai fait un peu en accéléré, hein, et mes étudiants connaissent la génétique. Mais j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à cette petite séquence que je viens de partager avec vous. Merci, c'était très clair. Oui. La question, c'est avant que tu passes à l'étape où tu commences à faire ton dessin et à donner la réponse à la question, oui. Les élèves, chacun prend la parole comme on l'a fait nous et donne la réponse. Il y a tous les cas possibles. Pas forcément. Il y a tous les cas. Est-ce que vous revoyez mon dessin là? Vous voyez le PowerPoint? Oui. OK, donc il y a tous les cas possibles. Les élèves, ça dépend de votre scénarisation. Moi, quand je travaille à distance, maintenant, tous mes cours sont scénarisés de manière différente. Je donne un exemple. Je peux imaginer d'imprégner les élèves et que je n'ai pas le temps qu'ils fassent une restitution. Donc, je leur demande de me donner leur avis par chat. Là, je vous ai demandé d'intervenir en plénière, mais j'ai 64 étudiants. Donc, comme j'ai 64 étudiants, c'est trop long, l'avis en plénière. Donc, je leur dis, quand ils reviennent des 5 minutes,
donnez-moi les mots-clés sur le chat. En plus, je peux enregistrer le chat. Ça me permet d'identifier les propositions et ça me permet de mettre des notes ou de valoriser des groupes un peu mieux imprégnés que d'autres. Si je travaille avec des groupes d'étudiants moins nombreux, donc ça m'arrive de faire des cours avec 15 étudiants, 20 étudiants, donc là, on prend un peu plus de temps en plénière et on échange. Donc voilà, tout dépend du temps. Et puis j'essaye de varier. Tout à l'heure, je vous ai montré des karaokés, des ping-pong, des battles, des éclipses. Je ne fais jamais 2 fois de suite la même restitution. Donc si j'ai par exemple 6 groupes qui doivent exposer, je leur impose des modes de restitution différents. Comme ça, il n'y a pas de lassitude. De même que si j'imprègne, vous voyez les élèves ici sur ce dessin, ils sont en train de réfléchir, ils ont 5 minutes. Voilà, ils sont dans une salle de classe. Quand ce n'est pas possible, eh bien, on le fait à distance. Eh bien, selon le temps, la restitution peut être différente. Jean-Charles, j'en profite pour te poser une question qui est passée dans le chat, mais à laquelle on n'a pas encore répondu. Pour ce qui est des groupes dans la coécriture, comment évaluer le niveau de chaque élève et surtout, comment différencier, comment mettre en place une différenciation si la constitution du groupe est variée? Alors, j'ai la réponse ici. Ça s'appelle la détection des passagers clandestins. Donc, vous voyez ici, dans un groupe, comme je mets la même note à tout le monde, comment repérer celui qui profite du groupe? Parce que c'est la même note. Hein. Donc, si je mets 20 points, 30 points ou 40 points, tout le monde a la même note. Donc, comment je vais repérer ceux qui bossent un peu plus par rapport à ceux qui bossent un peu moins? Là, c'est un problème en distanciel. Quand j'étais en présentiel, je n'ai pas de problème. En présentiel, je voyage entre mes groupes d'étudiants. Je vois très vite, au bout de plusieurs semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ceux qui s'impliquent plus que d'autres. Donc, j'ai déjà ma propre appréciation. Donc, j'ai un système avec un trombinoscope et avec un fichier Excel où j'attribue des coches en fonction de ce que j'observe. Un étudiant qui explique à un autre, un étudiant qui écrit, un étudiant qui va au tableau. Et ensuite, pour vérifier que ma perception est proche de la réalité, donc j'utilise un test qui s'appelle le 180 degrés que vous avez sous les yeux et que je réalise en classe. Donc, je mets mes élèves en groupe et je vais leur demander de s'auto-évaluer. Donc, c'est un test que je fais au bout des 2/3 de mon cours. Vous voyez, il y a une échelle de 0 à 5. Donc, ils doivent mettre des scores et je leur demande de s'auto-évaluer personnellement sur 5 actions majeures. Exemple, première action, est-ce que j'ai cherché de l'information pour produire le cours? Deuxième chose, est-ce que j'ai écrit? Est-ce que j'ai contribué à l'écriture du chapitre? Troisième chose, est-ce que j'ai ramené des illustrations de l'iconographie? Quatrième action, est-ce que j'ai expliqué des concepts du cours à mes camarades de classe? Cinquième action, est-ce que j'ai participé? Est-ce que j'ai exposé au tableau, etc. Je leur donne des actions et ils vont se mettre des scores. Et je leur explique, par exemple, si vous trouvez que vous avez été excellentissime, vous mettez 5. Si vous trouvez que vous avez été très bon, vous mettez 4. Si vous trouvez que vous avez été bon, 3, etc. Et si vous trouvez que vous avez été moyen ou très faible, 1. Et puis, si vous n'avez pas d'avis, ce n'est pas nul. Hein, mais si vous n'avez pas d'avis, vous mettez 0. Et donc, ils s'auto-évaluent. Et ensuite, ils vont évaluer les autres élèves du groupe, mais pas en leur mettant des notes, en écrivant la perception qu'ils ont du travail des autres, leur perception. Ça veut dire que je leur dis bien, vous pouvez très bien imaginer qu'un copain ne travaille pas alors qu'il travaille. Hein. Donc, je ne vous demande pas la vérité, je vous demande quelle est votre perception. Et votre perception par rapport à vous. Autrement dit, là, j'utilise plus la même codification. Je leur dis, si vous trouvez que le copain il a bossé comme vous, vous mettez exactement le même score. Donc, si vous trouvez qu'il a cherché autant de documents que vous, il a écrit autant que vous mettez le même numéro. Par contre, si vous trouvez qu'il a travaillé un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, vous rajoutez juste +1 et +2. Et je le fais en classe, et je fais ça depuis 7 ans. Et regardez ce que j'obtiens. J'obtiens des histogrammes. Ici, vous avez 6 équipes, et on repère les passagers clandestins. Par exemple, vous avez un passager clandestin ici, c'est le numéro 5. Vous en avez un ici, un ici. Par contre, si je prends l'équipe qui est là, il y a peut-être des différences, hein, vous voyez des petites différences, mais pour moi, ça, ce n'est pas un passager clandestin. Souvent, j'ai 10% de passagers clandestins ou un peu moins. Donc, quand j'ai un groupe de 50, j'en ai 5. Eh bien, figurez-vous que chaque année, tous les passagers clandestins,
enfin, je les appelle comme ça, mais c'est pas négatif, hein, c'est dans le sens, ils peuvent profiter d'un groupe dans une matière et pas dans une autre, hein. Et donc, tous les élèves qui contribuent moins au cours et que j'ai repérés, eh bien, les groupes les ont toujours repérés. Par contre, ce système, il est très intéressant parce que ça me permet de voir que celui-ci, par exemple, moi, je ne l'avais pas repéré. Et donc, quand je note mes élèves, et vous voyez, par exemple, mes élèves, je ne leur mets plus de notes sur 20, je ne leur mets pas de notes sur 20, je leur attribue des scores. Donc ici, vous voyez, par exemple, l'année dernière, à la fin du semestre, ils n'ont pas des notes sur 20, mais ils ont des scores. Les scores les plus élevés, ici, c'était 120, 160 points. J'ai des élèves qui ont 140. Et bien, donc, je peux moduler. C'est le seul moment où je retire des points. Je peux moduler la note de certains élèves par rapport à ma confrontation entre ma perception de ce que j'ai vu en classe et le test du 180 degrés. Et pour terminer... Oui. Je n'ai pas compris dans ton test si les notes de 180 degrés, c'est une note que tu prends en compte. Non, je ne les prends pas en compte. Enfin, pas les notes, mais c'est ce que tu as marqué sur ton test. C'est une note d'auto-évaluation ou si c'est les notes d'évaluation par les autres élèves du groupe. Ah oui, pardon. Ce que j'ai présenté ici, c'est les élèves. Donc, moi, je ne note pas. Moi, je repère les passagers clandestins et je les identifie. Tandis que les scores que vous voyez ici, ce sont les élèves qui les identifient par eux-mêmes. Mais on est d'accord que c'est l'évaluation, c'est le groupe qui évalue chacun d'entre eux. Ce n'est pas l'élève qui s'auto-évalue. Non, l'élève, dans la première étape, s'auto-évalue. Donc, un élève, par exemple, je suis un élève et on me pose la question, est-ce que tu as écrit, c'est-à-dire que le chapitre a été écrit par tous les élèves du groupe, est-ce que toi, tu as contribué à l'écriture? Donc, si moi, je trouve que j'ai écrit pas mal de choses dans le chapitre, je dis oui, j'ai été très bon et je me mets 4. Je me mets 4 parce que je trouve que j'étais très bon. Et quand je réfléchis aux autres, tous les autres élèves dont je pense qu'ils ont bossé autant que moi, je leur mets 4. Je ne réfléchis pas, je leur mets 4. Ils ont bossé comme moi. Par contre, si j'ai la perception qu'un copain ou une copine a travaillé un peu moins, ben, comme je me suis mis 4, je lui mets 3. Mais dans un autre groupe, un élève qui s'est mis 5, il va mettre 4. Ce qui fait que ce que vous voyez ici, ce n'est pas des notes. Ça m'est égal qu'il soit à 5 ou à 4. Ce qui m'intéresse, c'est la différence. Donc, je pourrais vous l'envoyer le test. Hein. Il fonctionne. J'ai toujours pas compris en fait. Non, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer comme ça va prendre 2 heures. Si vous voulez, vous pouvez me contacter, je vais vous l'expliquer. Ce que je vais vous partager avec vous ici, c'est de vous dire que je tiens compte de ce que j'observe en classe et je tiens compte de ce que les étudiants observent dans leur travail de groupe. Et ce qui m'intéresse, c'est la confrontation. Donc, jamais je ne réduis ou je module la note d'un élève s'il n'y a pas une correspondance entre le travail du groupe, l'analyse du groupe et la mienne. Cette méthode des 180 degrés, elle est impossible à faire à distance. Je n'ai pas pu le faire à distance. Et pourtant, il m'a fallu repérer les passagers clandestins à distance. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une autre méthode, là, je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer, qui s'appelle une méthode de vote pondéré, qui marche très bien à distance, qui est moins précise que le 180 degrés, mais qui m'a permis quand même de repérer les passagers clandestins à distance et non plus en présentiel. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on va alors considérer les élèves qui n'ont pas eu l'échelle un peu plus loin, là? Est-ce qu'on va les considérer comme des élèves en difficulté? Ah non. Et comment on va les aider alors? Est-ce qu'on va leur procurer vraiment une aide à part que les autres ou est-ce qu'on va y expliquer seulement là devant tout le monde ce qui est incompris dans le cours? Oui, non, ça c'est autre chose. Ici, ce que vous voyez dans le test, c'est juste ce qui m'intéresse dans un test comme ça, c'est la différence, le delta. Donc ce test, ça m'est égal 3, 4, 5, 6, ça ne veut rien dire. Ce qui m'intéresse, c'est le delta. Ici, très clairement, dans l'équipe 1, il y a visiblement un élève qui contribue beaucoup moins au travail collectif que les autres. Et donc, lui, je vais le prendre à part. Donc, ces étudiants-là, je vais discuter avec eux, donc les 4 passagers clandestins, et je vais travailler avec eux sur la méthodologie. Mais ça m'est égal qu'ils aient 2, 3 ou 4. Donc, je vais m'intéresser à ces élèves pour voir si ce sont des élèves qui ont des difficultés ou des élèves qui ne veulent pas travailler. Mais comme là, on les évalue sur des comportements et des compétences, c'est plutôt des élèves qui ont… Ça n'est pas lié directement au savoir. Par contre, ici,
Ce que vous voyez là, c'est autre chose. Ça, ce sont leurs notes. Donc ça, c'est l'évaluation. Donc un élève, par exemple, qui a 140 points ou un élève qui a 50 points, ça veut dire qu'il a produit du travail de qualité, en quantité voulue, qu'il a respecté les livrables. Et donc, très clairement, ici, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 élèves ou 8 qui sont plus faibles, c'est parce que c'est la qualité de leur travail. Je vous rappelle, je l'ai dit rapidement, mais ils ont des contrôles par équipe, mais ils ont aussi des notes individuelles. Donc, par exemple, quand je leur pose des questions individuelles, donc ils répondent de manière individuelle. Donc, je leur mets des points individuels. Et donc, vous voyez que ce qui explique… Par exemple, vous avez remarqué ici que dans un groupe, il n'y a quasiment pas 2 élèves qui ont la même note. Pourtant, ils travaillent en groupe. Mais parce qu'ils ont des bonus ou ils ont eu des points des fois dans un autre groupe. Et donc ça, c'est ce qui me permet d'avoir une notation en contrôle continu qui mélange à la fois la vérification des connaissances, mais en même temps l'implication dans le travail du groupe. Voilà. Jean-Charles, une question qui nous arrive dans le chat, une question en plusieurs étapes. Oui. Par rapport à l'évaluation déjà, comment est-ce que tu fais en distanciel, contrôle continu, pas contrôle continu? Fanny nous évoque la possibilité peut-être de pouvoir faire un quiz flash surprise en cours de visio. Je fais ça. Voilà, et ensuite, que penses-tu des enchaînements de séances en distanciel de type 8 heures de visio par jour? Ah oui. Et quels conseils tu pourrais donner aux enseignants du supérieur pour adapter leurs interventions? Oui. Alors, le plan de travail. Alors, à distance, pour évaluer les élèves à distance, c'est marrant parce que j'ai presque plus de méthodes pour les évaluer à distance qu'en présentiel. Et donc, cette année, j'ai un fichier Excel, hein, je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'ai un fichier Excel et je ne sais plus où il est passé, mais il n'est pas en dessin. Donc, ça, c'est les scores. J'ai un fichier Excel et aujourd'hui, je leur fais faire des quiz flash. Je leur demande de répondre à des questions par groupe, individuelles. Je leur demande aussi, j'ai un forum, donc j'utilise Moodle, j'utilise des sondages à distance, j'utilise des tas d'outils. Hein. Et par exemple, ici, regardez, c'est du vote. Donc, par exemple, c'est très clair. Demain, j'ai cours avec eux. De 10h à 12h. Eh bien, dans la moitié du cours, ils vont travailler sur leur chapitre. Donc, la moitié du cours, ils vont travailler sur leur chapitre, produire des choses et me poser des questions. Donc, ils vont m'appeler dans les groupes. Mais l'autre moitié, la deuxième heure de cours, je vais leur faire des séquences, je dirais, magistrales. Donc, vous voyez, je vais leur faire un cours comme ça. Donc, pendant un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, je vais leur faire un cours magistral. Je vais utiliser la webcam que vous avez vue, ou je peux utiliser un PowerPoint. Et d'ailleurs, cette partie, elle est filmée. Mais le chapitre, le sujet que je vais leur travailler demain, mettons entre 10h30 et 11h moins de quart, je ne le connais pas aujourd'hui. Pourquoi je ne le connais pas? Parce qu'ils votent en ligne. Donc, ils utilisent les sondages, ils choisissent. Donc, vous voyez, par exemple, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc, ils vont voter et ils vont voter en priorité sur des parties du cours qu'ils n'ont pas compris. Donc, les chapitres avancent. Donc, vous voyez bien, les chapitres se construisent. Et puis, si les élèves n'ont pas compris du tout la partie 4 du chapitre 2, eh bien, je l'ai ce soir. Ce soir, je vais regarder le forum. Donc, ce soir, en rentrant chez moi, avant le couvre-feu, je vais regarder le forum. Et demain matin, la partie focalisée de 15 minutes, elle sera purement sur les questions qui auront eu le plus de voix. Donc, je m'adapte. Ils me posent des questions et je deviens l'élève. En fait, ils sont professeurs. Ils me posent une question. Ils n'ont pas la réponse. Et moi, je deviens le bon élève qui va leur donner la réponse. Voilà. Et après, la deuxième partie de la question, qu'est-ce que je pense des enchaînements? Je pense que c'est aberrant. Donc, c'est le dessin que j'avais fait ici. Je pense, voilà, vous l'avez ici. La gestion du temps, elle est très compliquée parce que on peut pas. Moi, mes étudiants, ils font des cours de 2 heures. Après, ils enchaînent 2 heures. Donc, j'ai des collègues qui font 2 heures de magistral. Donc, j'ai encore beaucoup de collègues qui font 1 heure de cours, 5 minutes de pause, 1 heure de cours. Là, les étudiants, des fois, ils enregistrent en Zoom ou ils se débrouillent, mais c'est inhumain. D'abord, moi, ce que je fais, c'est que quand je fais 2 heures de cours, la partie magistrale, elle ne dépasse jamais une demi-heure. Donc, j'arrive à caler une demi-heure de magistral bien choisie
Et le reste du temps, on travaille sur de la coproduction, je réponds à des questions et j'utilise le forum. Donc, des fois, je leur dis, utilisez le forum. Et quand je rentre chez moi, je travaille par exemple 1 heure. Je travaille 1 heure et je réponds aux questions du forum et ça complète le cours. Mais vous ne pouvez pas leur faire ingurgiter. Ils ont les yeux tout rouges. En plus, ils ne bougent pas, ils sont assis. Dans ma classe renversée, ils bougent, ils se remuent. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Par rapport à l'assiduité des élèves, et surtout, on a rencontré beaucoup des problèmes au niveau de la connexion, du matériel, au niveau des élèves. Comment peut-on qualifier si l'élève est vraiment absent ou par rapport au cours durant une évaluation, un exercice? Alors, je vais vous le dire comment on peut évaluer. Oui, j'ai la méthode. Enfin, c'est la méthode que j'utilise. J'utilise le chat. Donc, il y a un chat sur Zoom dès qu'ils arrivent en cours. Donc, quand ils arrivent en cours, ils doivent indiquer présent ou présente. Il faut couper votre micro parce que le son est doublé. Bon, j'entends ma voix 2 fois. Donc, quand le cours commence, ils indiquent présent ou présente. Le chat est enregistré. Donc, je connais les présents. Ça me prend vraiment 1 minute à peine pour faire l'appel, puisqu'ils écrivent présent. Ensuite, quand je les mets en groupe, toute production de groupe, ils doivent indiquer les noms des élèves qui ont participé. Donc, dès qu'un groupe m'envoie un PowerPoint, une réponse, ils écrivent eux-mêmes les noms des élèves. Je peux vous dire que comme je leur mets une note de groupe, s'il y a 3 élèves, ils vont écrire les noms des 3 élèves. Ils ne vont pas écrire le nom du copain parce qu'ils ne vont pas accepter qu'un absent ait des points. Et ensuite, à la fin du cours, je leur fais faire une évaluation qui est vraiment très intéressante, qui s'appelle le 10 sur 20. Donc, c'est une évaluation que je fais en présentiel et en distanciel. Je leur demande à la fin du cours d'écrire quelle est la partie du cours qu'ils ont préférée et pourquoi, et en dessous, quelle est la partie du cours qu'ils ont détestée et pourquoi. Et donc, ils sont obligés d'écrire avant de partir, sinon ils sont considérés comme absents. Ils sont obligés d'écrire en une phrase quelle est la partie du cours qu'ils ont préférée et quelle est la partie du cours qu'ils ont détestée. Et ils doivent me l'envoyer en message personnel sur le chat, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas recopier ce que les autres écrivent. Et donc forcément, un élève, pour être considéré comme présent, il faut qu'il coche au début du cours, il faut qu'il soit repéré par ses copains en travail de groupe et en même temps, il faut qu'il fasse l'évaluation à la fin. Je peux vous dire que s'il branche son ordinateur et qu'il s'en va, il n'a aucune chance de passer par les 3 points de contrôle. Après, j'ai des élèves qui ont des connexions qui ne fonctionnent pas, qui ont des difficultés. Eh bien, ceux-là, ils contactent un autre élève par SMS. Et moi, je sais que quand j'ai 64 élèves, des fois, j'en ai 2 ou 3 qui ont des problèmes de connexion, ben, j'en tiens compte. Et souvent, c'est les mêmes. Souvent, c'est toujours les mêmes élèves parce que je sais qu'ils n'ont pas assez de Wi-Fi, ils n'ont pas de filaire, etc. Donc là, je trouve un autre moyen avec eux pour régler le problème. Mais voilà un peu la méthode que j'utilise. Je regarde l'heure en même temps parce qu'on va approcher du terme du webinaire. Et ça, si vous voulez, cette méthode-là, quand on terminera l'atelier, je peux vous proposer de la faire. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, vous pouvez même commencer à le faire maintenant, vous avez le chat et vous allez faire exactement comme mes élèves. Et comme la séquence s'est enregistrée, Romain et Fanny pourront récupérer le copier-coller du chat, me l'envoyer, et moi, j'en ferai une petite synthèse. Et puis, si vous avez des adresses mail, je pourrais vous les envoyer. Et donc, vous faites comme mes étudiants, vous allez dans le chat, c'est ce qu'ils font et ça marche très bien. Et si vous voulez voir, leurs avis positifs et négatifs, je le publie sur mon blog. Donc, si vous allez sur mon blog, vous allez voir les avis positifs et négatifs des étudiants en fonction des exercices. Et ils sont obligés, c'est-à-dire que s'ils ont adoré la séance, ils sont obligés de trouver un point négatif. Et s'ils ont détesté la séance, ils sont obligés de trouver un point positif. Donc, faites-le, allez dans le chat, tout en terminant l'atelier avec moi, allez dans le chat et vous écrivez positif 2 points. J'ai bien aimé telle partie de l'atelier qu'on vient de faire maintenant pour telle raison. Et vous écrivez négatif 2 points. J'ai pas aimé telle chose ou j'aurais préféré que. Allez-y, vous pouvez lancer vos appréciations dans
excusez-moi, dans le forum. Ici, pour celles et ceux qui n'ont pas mes coordonnées, c'est très facile. Si vous m'envoyez un mail ou si vous me contactez, eh bien, je peux vous envoyer des liens, des vidéos, il y a des extraits de cet ouvrage dans lequel on trouve un peu les méthodes que je viens de décrire. Et je profite du webinaire pour faire un petit buzz, même s'il n'est pas encore en vente. Mais ça, c'est la suite qui va apparaître au mois d'avril. Le cactus à roulettes, il y a 300 pages de méthodologie, d'ateliers pour créer des exercices collaboratifs qui permettent de développer, je dirais, la créativité en équipe. Et dans cet ouvrage, dont à peu près la moitié des exercices sont déjà publiés sur LinkedIn ou sur mon blog, sur EducPro. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre l'ouvrage pour aller voir ces exercices. On peut les trouver un peu partout. Celui-ci, c'est un peu plus connu. Voilà, je regarde l'heure. Là, maintenant, il est 15h30. Peut-être que on peut repasser en fin de partage d'écran. Je vais faire ça. Alors, arrêtez le partage d'écran. Voilà, je vous récupère en mosaïque. Et je pense que Fanny et Romain sont toujours dans les parages. Je pense qu'on va conclure. On va conclure l'atelier ensemble. Mais s'il y a encore une ou deux petites questions qui vous brûlent les lèvres, allez-y. Soit j'y réponds rapidement, soit je vous répondrai plus en détail en utilisant le mail ou les réseaux sociaux. Moi, la seule remarque que j'aurais à faire, c'est que je suis assez admirative de cette classe renversée. J'ai des élèves qui sont au collège ou en lycée. En lycée, ils sont jusqu'en seconde, où j'ai des premières et des terminales en enseignement scientifique. Mais sur des niveaux qui sont un peu petits, de faire que la classe renversée et de les évaluer et travailler à plein comme tu le fais dans le supérieur, ouais. J'ai du mal à l'imaginer dans mon enseignement collège, début de lycée, avec des élèves qui sont quand même encore moins matures. Et en plus, cette évaluation avec un contrôle continu et qui va être vue comme étant beaucoup du collectif, ça peut aussi avoir du mal à passer parfois vis-à-vis de la hiérarchie ou des parents. Donc, oui, alors ça, c'est intéressant. Enfin, tout est intéressant, mais déjà, il est hors de question, personne ne fait de la classe renversée à 100%. Donc, mes étudiants ont des cours normaux et ça connecte. Donc, les innovations pédagogiques, même les plus poussées… Pas toutes. Oui, en tout cas, on ne peut pas imaginer de faire 100% d'innovation pédagogique parce que l'innovation pédagogique, ça permet de donner le goût et que les élèves aient à nouveau envie d'aller dans des cours normaux. Et donc, l'innovation pédagogique, elle renforce les cours académiques. Donc, il ne faut surtout pas voir toutes ces innovations comme 100% de la méthode. Après, moi, je fais de la classe renversée à un niveau supérieur, mais il y a des enseignants qui font ça en CE1, CE2. D'ailleurs, à la maternelle, l'école maternelle, ça se fait énormément, mais bon. Donc, en tout cas, dans les écoles primaires, lycées, collèges, j'ai beaucoup de contacts de gens qui… Alors, soit ils n'osent pas renverser leur classe, mais ils vont renverser un chapitre. Le prof de maths, par exemple, lui, il va renverser un chapitre. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses à avoir en tête. Et les évaluations collectives, quand elles ne sont pas punitives, parce que c'est les évaluations sanctions qui ne sont pas motivantes, eh bien, les évaluations collectives, elles contribuent à un engouement et à une motivation. J'ai quelque chose à demander, s'il vous plaît. Oui. Oui, c'est par rapport à la prise de notes des élèves là, durant une séance. Est-ce que vous pouvez donner un peu de méthodologie là, afin de faciliter la prise de notes pour les élèves? Mais aussi par rapport aux méthodes d'auto-évaluation que vous avez expliquées là, je n'ai pas bien suivi. Oui, mais je pourrais vous répondre par mail hein, parce que c'est compliqué. Mais moi, la prise de notes, j'essaie que mes élèves ne soient pas des imprimantes. Hein. Vous savez, le prof, il est au micro et l'élève, c'est une imprimante. Moi, j'ai des élèves dans un cours classique qui vont écrire pendant 2 heures. Hein. 15 pages, et ils ont 15 pages. Alors là, ils savent prendre des notes. Hein. Et des fois, ils arrivent à réduire. Mais finalement, tout leur cerveau est mobilisé pour imprimer.
Et moi, j'essaye d'avoir des élèves qui sont un peu moins prises de notes. Et donc, il y a des méthodes. J'ai des collègues qui utilisent des pré-reads. Donc, la prise de notes, elle est faite pour l'élève. Donc, il y a déjà des schémas, des dessins. On demande aux élèves d'échanger et on leur donne. Alors, ils peuvent prendre des notes, mais ils vont compléter. Mais la prise de notes, on ne forme pas des imprimantes, en fait. Et donc, on leur apprend à prendre des notes. On leur apprend à faire des schémas. Mais souvent, vous avez des enseignants... 90% de leur cours, c'est de la prise de notes. Et là, effectivement, quand vous êtes en distanciel, ça devient compliqué. Mais bon, je pourrais répondre plus en détail par mail. C'est plus compliqué là, dans le cadre de l'atelier. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Ouais. Est-ce que ça vous a pris trop de temps pour que les élèves comprennent cette méthode? Oui. Et s'adaptent? Très bonne remarque. Jamais je commence mon cours comme ça. C'est-à-dire que mes étudiants, je les réunis toujours 1h30. Et là, je l'ai fait. Donc, je réunis toujours mes étudiants 1h30 et je leur dis le cours va commencer la semaine prochaine. Je vais vous expliquer ce qu'on va y faire et pourquoi. Et donc, je passe 1h30 avec eux. Je leur montre la méthode, à quoi ça sert. Je leur dis qu'ils peuvent changer. Donc, ils ont leur mot à dire. Hein. S'ils veulent, ils pourront changer des exercices. Et donc, quand le premier cours commence, eh bien, la semaine d'avant ou les jours d'avant, on a échangé ensemble pendant 1h30 pour leur expliquer un peu le pourquoi de la chose, quel est l'intérêt de travailler en collaboratif. Et vous savez, je leur fais un sondage à la fin. Et je leur demande, est-ce que vous avez envie de faire de la classe renversée ou est-ce que vous voulez que je vous fasse le cours normalement? Parce que moi, j'aime bien enseigner normalement. Je leur dis, j'adore faire un cours normal. Et vous savez ce que j'ai comme résultat reproductible tous les ans depuis 7 ans ou 8 ans? Eh bien, j'ai 10 à 15% de mes élèves qui ne veulent même pas en entendre parler. Parce qu'eux, il leur faut du cours normal. Parce qu'ils aiment écouter les profs, faire des fiches, apprendre par cœur, réciter leurs devoirs et avoir 18/20. Ils sont hyper scolaires. Ils ne veulent pas qu'on change les règles. 10 à 15%. Et j'ai 10 à 15% des élèves qui adorent, qui ont absolument envie de le faire. Et après, tout le reste des étudiants, ben, la très grande majorité, ils sont OK à 75%. Donc là, j'ai des stats, je fais des études. Et alors, on me dit, comment tu fais avec tes 15% de résistants, hein, puisqu'ils détestent l'innovation pédagogique? Eh bien, je dis que je n'ai pas de problème avec eux, parce que comme ce sont des bons élèves et qu'ils ont capté la matière, eh bien, ils contribuent au travail dans chaque groupe. Alors qu'avant, quand je faisais un cours normal, j'avais aussi 15 à 20% d'élèves qui détestaient mon cours. Mais ceux-là, ils étaient largués et perdus et je ne pouvais rien en faire. Donc, je préfère avoir des problèmes avec des élèves qui ont des capacités qu'avoir des problèmes avec des élèves que j'ai perdus en niveau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc je pense que je vais laisser la parole à Fanny et Romain. Et je suis à votre disposition donc, pour vous envoyer de l'information, des vidéos ou répondre à des questions pour prolonger les échanges. C'était un peu short en 1h30, mais j'ai essayé que ça soit à la fois interactif, comme dans ma classe, et en même temps de fournir un peu d'exemples, hein, que ce ne soit pas juste uniquement 100% de travail collaboratif. C'était passionnant, un immense merci Jean-Charles, c'était vraiment super. Tu maîtrises à fond tout ce qui est en distanciel parce que pour le coup c'est pas souvent, c'est pas facile et c'est pas souvent autant intéressant. Enfin vraiment génial. Merci. J'avais jamais fait hein, ce que je viens de faire avec vous, j'ai jamais fait. Hein. C'est la première fois. Alors encore plus bravo. Non mais c'est la première fois, mais en même temps il faut oser prendre des risques, hein, c'est bien. Non, mais vraiment, voilà, tu maîtrises et c'est passionnant, très, très riche. Mais un grand merci. Je pense que pour les collègues qui souhaiteraient avoir plus de ressources, est-ce que du coup, peut-être qu'ils peuvent te contacter directement parce que là, vous mettez vos adresses mail dans le chat, mais ça va être compliqué de tout récupérer dans l'historique. Non, mais quand tu vas, c'est sur Zoom. Donc, comme c'est sur Zoom, il y a un moment donné, quand ça sera fini, il faut cliquer sur enregistrer. Ouais. Et quand ça sera, et donc il y a un moment, il va vous enregistrer ça sur un disque dur. Mm-hmm. Et forcément, il va enregistrer l'atelier, mais il va enregistrer le chat dans un document texte. Il suffit de le copier-coller et de me l'envoyer. Et il y aura toutes leurs adresses mail dedans. D'accord, je vais m'en occuper. Okay. Je vais rester donc, ce qui est surtout important, c'est que quand vous allez couper la connexion Zoom, vous laissez l'ordinateur faire ce qu'il appelle le traitement.
Et il va vous demander de choisir est-ce que vous voulez sauver sur un ordinateur ou dans le cloud. Sauver sur un ordinateur, comme ça sur l'ordinateur, vous avez le contenu complet du chat et vous avez toute l'évaluation qu'ils viennent de faire, positive et négative, et en même temps les mails. Après, s'il y a des gens qui veulent me contacter directement, il suffit de taper mon nom dans Google, hein, vous allez trouver mon nom, hein, et vous m'envoyez un mail. Et moi, je vous envoie des vidéos, je vous envoie… C'est pas un gros boulot parce qu'il est prêt, mon mail, en fait. Oui, j'allais dire. Non, il est prêt. Donc, j'ai déjà des mails prêts, je les envoie et les gens cliquent. Tu as des mails types. Ouais, c'est des mails types, mais avec des thématiques, évaluation, 180 degrés. Donc, quand vous cliquez sur les liens, vous avez un petit article et une vidéo. Donc, des fois, les gens sont surpris, ils se disent ah, il a pris tout ce temps pour me répondre en 2 pages. Mais non, le mail, il est préparé, quoi. Ok, super. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup à toi. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je remets dans le chat le lien vers la présentation de l'association. Si certains d'entre vous veulent avoir, veulent avoir les contacts, les liens, et aussi il y a un formulaire pour qu'on puisse garder trace de votre mail afin de vous mettre dans la boucle aussi de la com sur les différents événements. Voilà. Le dernier petit conseil qu'on peut dire aux profs, c'est tous les profs savent utiliser un tableau, hein. Les profs savent tous utiliser un tableau en classe. Achetez une petite webcam comme ça, vous la mettez sur un pied. Tous les systèmes à distance, CNED et tout, permettent de le mettre. Tous les systèmes. Il y a juste une clé USB, vous le mettez. Et donc, vous adaptez, vous faites des essais et vous êtes capable avec un bloc-notes, parce que vous avez un bloc-notes, une webcam, et vous avez une classe hyper active. Ah oui, l'exercice d'imprégnation, là, c'était incroyable. Mais je l'ai fait qu'une fois, hein, je l'ai fait avant-hier. Mes étudiants, ils m'ont dit, monsieur, mais faites que ça. Ils m'ont dit, on adore. Super. Et donc, tu utilises, du coup, tu définis une caméra différente pour la session Zoom et pour le partage d'écran, c'est ça? La seule difficulté, c'est que moi, quand vous avez Zoom ou autre, il faut qu'il y ait une version qui vous permette, quand vous avez toujours micro et vidéo. Dans toutes les versions, vous avez micro et vidéo. Et quand vous allez dans vidéo, il y a souvent un petit chevron. Il vous demande de choisir quel micro ou quelle vidéo. Et dès que vous avez branché ça, sur votre ordinateur, il vous le reconnaît comme un périphérique. Donc, forcément, il suffit de cliquer dessus et puis vous allez dessus. Ok, c'est comme ça que vous faites pour switcher. Oui, ça dépend si c'est Zoom. Oui, tout à fait. Mais après, vous pouvez demander à des gens de vous aider. Moi, j'y connais rien en informatique, hein. Je bidouille, hein. Je fais comme je peux. En fait, ce que vous venez de faire, ça crée de la proximité comme si vous étiez en conseil individuel. C'est surtout ça qui est important. Le fait d'écrire et de parler en même temps, ça recrée la relation de duo qui n'existe plus. Et vous avez dit le mot exact, duo. Parce que quand vous êtes au tableau, dans une salle de classe, quand vous écrivez au tableau, tous les élèves ne sont pas captés sur ce que vous écrivez au tableau. Par contre, quand vous êtes à distance et que vous avez ça, c'est un duo. Les élèves, ils sont complètement collés sur votre bloc-notes. Ça veut dire que la proximité, quand j'utilise la webcam, je suis en présentiel en fait. C'est ça, on est dans une relation. En présentiel de relation, exactement. Voilà. Et quand vous êtes dans une salle de classe sur l'estrade et que vous écrivez au tableau et qu'il n'y a que 3 élèves qui vous écoutent, ben vous êtes en distanciel. Tout à fait, même dans un amphi, ça arrive très souvent. Dans un amphi, c'est encore pire. Voilà, mais là, ce qui est important, c'est les émotions. Et vous savez qu'on apprend avec les émotions. Et donc là, vous recréez quelque chose d'individualisé, de personnalisé, alors que ça, c'est vraiment bien. C'est ça qui est bien, c'est la relation. Ben voilà, donc je suis content d'avoir partagé avec vous mes 2 jours d'expérience, parce que ça fait que 2 jours que je fais ça seulement. Bravo. C'est super, je vais acheter une webcam. Moi j'ai honte, on me l'a prêtée, c'est même pas la mienne. Je me rejoins du coup à Fanny et Romain pour vous adresser tous les remerciements de l'équipe de la CLIS et puis de l'atelier Canopée de Marseille pour cette heure et demie passée ensemble. Il est déjà 15h44, alors je sais que d'aucuns ont peut-être des obligations par ailleurs. Donc, merci infiniment. Je crois que tout le monde attendra avec grande impatience les documents parce que vous avez subjugué tout le monde. Non,
Il faut partager, les profs doivent discuter et partager leurs expériences. Ce qui est important, c'est de partager les expériences et tout le monde peut subjuguer tout le monde et intéresser si vous dites ce que vous faites dans la classe, quoi. Il faut raconter vos métiers entre matières différentes et vous inspirer. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Eh bien, je crois qu'effectivement, c'était très inspirant. Donc, vraiment, nos remerciements de la part de toute l'équipe de l'Atelier Canopée qui est avec moi en ligne, à distance et en présence. Quelque part, on remet de la présence dans la distance ensemble aujourd'hui. Merci à vous. Et comme je vois qu'il y a plus de 99 messages dans le chat, c'est que ça veut dire qu'il y a eu du présentiel quand même. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup, Romain, également. Merci. Je vous dis au revoir aussi. Merci beaucoup, Jean-Charles. Voilà, à très bientôt et n'hésitez pas à contacter Romain qui a mis son adresse mail dans le chat, effectivement, éventuellement pour l'enregistrement si besoin était, puisque cette session est enregistrée. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir à tous. À très bientôt à tous, très bel après-midi, au revoir.